Je pense que si je vous dis 10 plus 1, vous me répondez 11. On est d'accord là-dessus? Voilà. Eh ben, oui, vous avez le droit, mais vous allez nous dire dans quelle base vous comptez. Justement, les ordinateurs, comme vous le savez, ils comptent en base 2, c'est-à-dire 0 et 1. Et pour eux, 11, ça fait 3. Voilà. Alors, c'est un peu déstabilisant quand on n'est pas habitué, mais l'exercice est intéressant. Eh bien, aujourd'hui, je ne dis pas aujourd'hui, quoique on est bien centré sur le sujet, on a un peu l'impression que il va falloir faire évoluer notre modèle socio-économique. Alors personnellement, je pense que ce n'est pas le mot évoluer qui irait, mais ça va vraisemblablement être lui rajouter des couches et puis éventuellement voir comment simplifier les couches antérieures, de telle façon qu'il puisse répondre à ces problématiques qu'on est en train d'évoquer et que je vais réévoquer. Et ça nous semble aussi compliqué que de changer de base métrique. Compter tout d'un coup en binaire, c'est pas évident quand on a grandi dans le système base 10. Voilà. Ce système socio-économique, jusqu'à maintenant, il s'est révélé extrêmement adapté à l'ère industrielle. En particulier, il récompense parfaitement les tâches productives, qu'elles soient faites dans l'univers des entreprises ou dans l'univers des administrations. Celui qui vient tous les jours au travail reçoit un salaire, une protection sociale et tout va bien. En revanche, là où ça coince un peu, c'est dans le système contributif. Le système contributif, c'est l'endroit où nous développons notre terreau social, notre terreau culturel, créatif, inventif, spirituel, politique, etc. etc. Eh bien, toutes ces tâches sont confiées à un système qui est instable, qui est le volontariat et éventuellement le bénévolat. Pourquoi ils sont instables? Eh bien parce que comme ils ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas considérés et donc on assiste à des déviances. Les gens qui viennent faire du bénévolat vont s'auto-récompenser eux-mêmes d'une manière ou d'une autre, avec des abus de pouvoir, avec je ne sais pas quoi, qui fait que ces organisations sont instables. Or, nous devons nous rendre à l'évidence, et ça a été dit très largement dans le panel précédent et dans celui-ci aussi, c'est que les emplois productifs sont en train de considérablement évoluer. D'une part, une quantité importante disparaît parce que la technologie permet de les supprimer ou parce que les robots vont pouvoir le faire. Et d'autre part, les emplois qui apparaissent sont des emplois que nous confions à des personnes de haut niveau intellectuel, moral et spirituel. Et donc, nous sommes très exigeants vis-à-vis de ces personnes-là. Et donc, il faut que nous leur donnions la possibilité d'acquérir le niveau que nous attendons d'eux. Puisque ce sont des tâches soit créatives, soit décisionnelles, si je fais un raccourci. Or, justement, et là, nous avons dans la salle une spécialiste des générations Y, donc elle pourra éventuellement témoigner, on s'aperçoit que c'est dans les tâches contributives que les personnes ont la possibilité de se révéler à elles-mêmes, de se révéler à la communauté et d'enrichir son patrimoine d'expérience, de prendre de la dimension et donc de devenir ces personnes dont nous avons besoin dans le système productif. Alors, en fait, actuellement, on assiste à une nouvelle étape. On connaissait par le passé les nations qui ont fait des guerres militaires pour conquérir des territoires. Ensuite, plus récemment, elles ont fait des guerres économiques pour conquérir des marchés. Eh bien, à présent,
nous commençons à voir apparaître des guerres d'influence. Alors, comme toujours, toutes ces guerres ont toujours eu lieu, voilà, mais je parle de ce qui devient vraiment important. Hein. Donc, les guerres d'influence deviennent extrêmement importantes parce que les nations veulent commencer à attirer à elles des talents. Parce que les talents, on peut les produire chez soi en leur donnant la possibilité de contribuer dans le terreau socio-économique, mais on peut aussi en importer. Hein. Voilà. Et donc, les nations, elles attirent à elles des talents de haut niveau de deux manières. En menant des guerres d'influence et également en se rendant attractives, c'est-à-dire en se dotant d'un terreau socio-économique de très haut niveau qui permet de promettre aux talents qui vont nous rejoindre qu'elles vont pouvoir s'épanouir parce que dans ce pays-là, le terreau socio-économique est de qualité. Les archéologues, juste une petite parenthèse, mais qui éclaire un peu notre débat. Les archéologues ont fini par s'apercevoir que quand ils trouvent des ossements humains très très anciens, seuls ceux qui sont antérieurs au néolithique n'ont jamais de traumatisme qui proviendrait d'une arme ou d'un objet contondant. Ce n'est qu'à partir du néolithisme qu'on commence à voir apparaître des ossements humains qui ont subi une agression avec un objet contondant, militaire, etc., etc. Or, le néolithique, c'est l'époque où l'homme commence à devenir sédentaire, commence à cultiver la terre, donc à défricher, cultiver la terre, et donc reconnaît l'appropriation par certains individus de ces terres qu'ils ont conquises, mais conquises sur la nature, pas conquises sur quelqu'un d'autre. Et puis, ce système, on est encore dedans, hein, y a la continuité. Donc, par extension, on a accepté l'asservissement des gens qui travaillaient sur ces terres contre de la protection. Et puis après, quand les usines sont apparues, on a accepté l'appropriation des usines et puis l'asservissement des gens qui travaillaient dans ces usines avec à peu près le même modèle, du temps contre de l'argent et de la protection. Finalement, le modèle, on pourrait dire, il n'est pas si mal que ça. On n'a qu'à continuer, puisque jusqu'à maintenant, ça nous a amené jusque-là. Mais en fait, le modèle, il devient bloquant. Donc, on va être obligé d'agir dessus. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, il a un inconvénient, c'est qu'il sait récompenser les tâches productives, mais pas les tâches contributives. Eh bien, il a un autre inconvénient. Cet inconvénient, c'est qu'il ne respecte pas les temps de la vie. Si vous regardez les arbres qui sont au pied de votre fenêtre, de votre bureau, de votre chambre, je ne sais pas où, tout au long de l'année, vous le voyez évoluer. Donc, il y a des bourgeons, et puis après, il y a des feuilles, et puis après, les feuilles, elles deviennent vert clair, vert foncé, brunes, et puis elles deviennent des feuilles mortes. Voilà. Eh bien, et puis ça va revenir. Eh bien, ces feuilles n'ont vécu que parce qu'elles ont contribué à faire vivre l'arbre. Eh bien, pour ce qui nous concerne, les temps de la vie, c'est à peu près un petit peu le même schéma. Dans les temps de la vie, il y a l'équivalent du bourgeon, hein, je nais, bon, tout va bien. Et puis, très rapidement, hein, les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent apprendre. Ils veulent faire comme les grands, ils veulent apprendre. Donc, j'apprends. Et à force d'apprendre, j'ai envie de faire. Donc, je fais. Et à force de faire, j'ai envie d'innover. Donc, j'innove. Mais à force d'innover, j'ai envie de transmettre, parce que c'est quand même un peu idiot de savoir que les générations suivantes vont réinventer ce que j'ai inventé. Donc, je transmets. Et quand j'ai fait tout ça, eh bien, j'ai envie de me rendre utile. Voilà. Le système, il est simple. Je ne sais pas s'il vous va, mais a priori, il a l'air d'aller. Eh bien, dans le système dans lequel nous vivons actuellement et qui est inhérent au système industriel et post-industriel que nous connaissons, eh bien, il n'y a que 4 phases. Je nais, j'apprends,
je fais, et ensuite, je me débrouille. J'essaye de faire en sorte que j'irai le plus tard possible reclus dans une maison spécialisée. Et donc, quand on raisonne comme ça, on perd beaucoup. Et justement, pourquoi est-ce qu'on va perdre? Parce que cette gestion de la vie, elle ne convient pas aux générations montantes. Hein. C'est là où je vous renvoie sur Séverine Perron. Eh bien, les générations montantes, elles ont compris que l'emploi à vie, c'est un leurre, ça n'existera plus. Ou ça réexistera plus tard, mais en tous les cas, ça ne les concerne pas. Par contre, ce qu'elles ont compris, c'est que ce qui est important, c'est ce que j'ai fait et ce que je veux faire. Quand je vais aller proposer mes services à quelqu'un, si je n'ai jamais rien fait et que je ne sais pas ce que je veux faire, je ne suis pas bankable. Donc, ce n'est pas une obsession, c'est un désir extrêmement puissant. Et donc, cette génération-là, elle va commencer à mettre en place le système qui va permettre de raisonner comme ça. Mais également, donc les générations montantes, elles ne tiennent pas du tout au système actuel, mais les entreprises elles-mêmes ne veulent pas du système actuel parce que, comme on l'a dit et répété, la notion de production devient tout à fait différente. Hein. Quand il s'agissait de construire des rails pour des chemins de fer, on pouvait fabriquer une usine, ça prenait un certain temps, ça mobilisait des investissements gigantesques, et on faisait des rails jusqu'à la fin de ses jours. Aujourd'hui, une usine, elle va faire des rails ou elle va faire des Mercedes, et puis après, elle va faire, je ne sais pas, des autos qui se conduisent toutes seules pour Tesla ou pour je ne sais pas qui, et ainsi de suite. Donc, les entreprises et même les administrations sont demandeuses, désireuses et doivent être souples. Et donc, en matière de contribution productive, elles veulent pouvoir consommer ce dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin, et elles ont besoin du brassage parce que on sait aujourd'hui que le brassage des talents est bien plus enrichissant que d'avoir la même équipe qui va vieillir avec la société et puis qui va se rajeunir à la marge chaque fois qu'il y en a un qui part à la retraite. Donc, elles veulent pouvoir, un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité de Saint-Maclou où on vous promettait que vous n'achetiez que vous ne payez que la moquette que vous achetiez. Donc, s'il y avait un placard qui n'aurait pas de moquette, ben, on vous défalquait le montant de la surface du placard. Voilà. Donc, elles veulent faire ça. Donc, de part et d'autre, c'est-à-dire tant du côté des offreurs d'emploi que des demandeurs d'emploi, on voit que chacun veut garder sa souplesse et sa mobilité. Résultat des courses, on aboutit à une précarité. Or, une société ne peut pas se développer dans la précarité. Ce n'est pas possible. Si je reste sur mon exemple des arbres, toute tentative de faire des arbres hors sol n'a pas de sens. Ou bien alors l'arbre, il faut le mettre à l'intérieur d'une maison, il ne connaîtra pas le vent, et on va le protéger de tous les micro-organismes, etc., etc. Donc, puisqu'on ne peut pas construire une société volatile, dans un univers volatile, il va falloir trouver des méthodes pour enraciner les talents, de façon à obtenir un ruissellement culturel constant, qui lui-même va permettre d'obtenir un ruissellement économique régulier. Hein, actuellement, on a des ruissellements économiques chaotiques parce que nous n'enracinons pas les savoirs, ni géographiquement, ni thématiquement. Donc on a un très gros problème de ce côté-là.
Voilà. Hein. Et donc, le revenu de base apparaît comme une solution importante qui va permettre aux individus, d'une part, d'assumer leurs obligations socio-économiques et, d'autre part, de faire progresser la connaissance, les talents, la culture, etc. Et également de s'occuper de leur famille et de la communauté de façon à assurer la continuité de la vie sociale, culturelle, etc., etc. Le nouveau pacte social qui se dessine, il est simple. On part du principe que chacun a envie de réussir sa vie, et réussir sa vie est bon pour la communauté. Donc, les modalités, elles sont relativement simples. Le futur se construit toujours sur le passé. Donc, et à aucun moment dans les panels qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, j'ai entendu quiconque dire il faut abattre les activités productives. Non, pas du tout. Il faut arriver à faire cohabiter les activités productives et les activités contributives. Donc, il faut faire en sorte que les individus puissent, à certains moments de leur parcours de vie, contribuer au monde productif en y apportant le maximum de leur valeur ajoutée, c'est-à-dire ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils ont envie de faire, et toute leur énergie. Et ensuite, il faut aussi qu'ils puissent contribuer à enrichir et renouveler le terreau socio-économique. Personnellement, alors ça c'est vraiment une idée personnelle, mais je la mets en débat. Le système productif a sa monnaie, qui est une monnaie géographique. Pour ce qui nous concerne, c'est l'euro. Hein, c'est ce que nous, dans les monnaies complémentaires, on appelle les monnaies institutionnelles. Eh bien, à force de travailler sur ces sujets-là, je me fais une intime conviction que c'est avec d'autres monnaies que nous allons pouvoir récompenser les jardiniers de notre terreau. Et pourquoi est-ce que cette fois-ci c'est possible? Parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été possible. Cette fois-ci, c'est possible parce que les monnaies ne demandent qu'à être numériques. Hein. Notre euro est numérique à 98%. Enfin, je ne sais pas où on en est dans les chiffres, mais ça n'arrête pas de monter. Donc voilà, il suffit de décider de le rendre totalement numérique. Rien ne nous empêche donc de pouvoir évoluer dans un système multidevise. D'ailleurs, je précise que dans l'histoire de l'humanité, ça n'aurait rien d'extraordinaire. Les multidevises ont cohabité très, 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 très souvent. Et donc, je pense qu'il faut travailler sur les monnaies dédiées qui servent à rémunérer les activités contributives. Il y a un avantage à ça, c'est qu'on favorise l'enracinement dont j'ai parlé. Stop. Je vous remercie.